Et aujourd'hui, on est donc avec l'équipe La Belle Vie. Et La Belle Vie, peut-être que certains parmi vous connaissent déjà, d'autres pas du tout. Et on va déjà commencer à tester un outil qu'on utilisera plusieurs fois pendant ce webinaire. Je vais vous envoyer un petit sondage pour savoir si vous connaissez pas du tout, un peu, ou vous découvrez. N'hésitez pas à répondre, comme ça nous, on sait à qui on s'adresse. Alors, il y a bien, oui, je connais bien, 50%, 30% quand même un peu, mais je découvre. Alors, on a pas 15%, pas du tout. Donc, vous êtes les bienvenus, justement. Je vais donc prendre quelques secondes pour vous partager pas qui on est, la belle vie. C'est pas du tout l'objectif non plus de ce webinaire, mais c'est important qu'on puisse vous dire qui on est, pourquoi on aborde ce sujet aujourd'hui. Chez La Belle Vie, on est une association qui accompagne les lieux d'accueil collectif et on propose en fait une offre d'accompagnement et de labellisation complète autour de 5 leviers d'action. Donc, on forme. Voilà, on a un gros catalogue de formations avec notamment des formations en lien avec la pédagogie à la nature. On propose aussi des conseils personnalisés selon vos structures et on vous aide à rédiger des protocoles, à aménager vos espaces. On propose des outils avec des outils de diagnostic et de mesure d'impact. On vous accompagne aussi, notamment dans le cadre de la démarche de labellisation. Peut-être certains parmi vous sont engagés ou ont déjà entendu parler de notre label EcoCrèche. Et puis, on mobilise aussi un petit peu partout en France à travers un grand réseau de 12 000 professionnels un petit peu partout. Et donc, grâce à des événements et des outils, on met en relation un petit peu tout le monde. Voilà, ça c'était pour vous dire qui nous sommes chez La Belle Vie. Et aujourd'hui, alors je vais arrêter le sondage, je vous donne les résultats en live. On a 50% de personnes qui nous connaissent bien, 30% qui nous découvrent, et puis on a 16% de personnes qui ne nous connaissent pas du tout. Je mets fin à ce premier sondage, et vous l'aurez compris, il y en aura d'autres plus tard. Et aujourd'hui, on a l'équipe La Belle Vie avec nous. Vous avez plusieurs personnes. Il y a Claire Groslo, qui est fondatrice et présidente de La Belle Vie, qui sera avec nous. On a aussi Louise Boucher, qui est doctorante au Muséum national d'histoire naturelle. Et il y a aussi Marie Bier, qui est formatrice experte, notamment sur le sujet de la végétalisation. Et puis moi-même, je suis Pauline de La Belle Vie, je suis responsable mobilisation. C'est moi qui réunis et qui agite un petit peu tout le monde partout et qui ai l'honneur d'être l'animatrice de ce webinaire avec vous aujourd'hui. Alors, et puis pour commencer doucement, on a parlé de ce guide et donc de ces enjeux de végétalisation. Je vais d'abord poser la question à Claire, pourquoi des jardins pour les jeunes enfants? Pourquoi on fait ça? Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Toujours très, très heureuse et motivée d'adresser ce sujet et de parler de cette question de la présence du végétal, du vivant auprès des jeunes enfants. Alors, pourquoi on adresse ce sujet? Parce que je ne sais pas si encore autour de enfin, présent à ce webinaire, il y a des personnes qui doutent des bienfaits et du bien fondé de la présence du végétal auprès des jeunes enfants. Au cas où, sachez qu'il ne faut plus douter, que c'est comme une évidence. Moi, c'est une évidence que je vis depuis plus de 25 ans, date à laquelle j'ai commencé à m'adresser aux établissements d'accueil du jeune enfant. Euh, et c'est une évidence, un peu comme un instinct. Vous le savez, nous sommes des animaux. En tant qu'animal, nous avons un besoin vital d'être au contact d'autres espèces vivantes. Et à ce titre, le jardin, ou en tout cas les végétaux, représentent une énorme masse d'espèces vivantes auprès desquelles on a besoin d'être au quotidien. Et effectivement, le jeune enfant, euh, avec sa posture de jeune enfant, avec ses besoins de jeune enfant, ses fragilités de jeune enfant, mais aussi ses réflexes et son intuition de petit homme, a un besoin immense d'être au contact du jeune enfant, du végétal. Alors pourquoi aujourd'hui il est indispensable de faire ce type de webinaire? Parce que ça n'est pas une évidence pour tout le monde et que finalement, il y a beaucoup de freins en fait qui s'érigent entre le souhait de certains adultes de mettre l'enfant au contact du végétal et que ça fait enfin, de nombreuses années que ces freins se sont mis en place
que certains sont en train de tomber, mais pas tous. Et donc, il est encore important de sensibiliser les professionnels de l'enfance, mais aussi les familles, et de leur apporter des outils pour, quand eux-mêmes sont convaincus, leur apporter des outils pour les aider à mettre en place ce type d'espace et de permettre à l'enfant d'être à sa place au milieu du vivant. En effet, enfin, il y a beaucoup de freins et vous allez probablement en parler, des croyances à propos du végétal, à propos de certaines espèces. Sachez que pour nous, tous les végétaux méritent d'exister et méritent d'être au contact du jeune enfant. Ils ont des avantages et inconvénients. Marie, plus tard, va développer ces approches-là. Dans le guide qu'on a rédigé, il y a des éléments qui vous permettent de saisir en fait les avantages et inconvénients, ou avantages et précautions, plutôt on dit, de chaque espèce végétale. Pour autant, on défend l'idée chez La Belle Vie que tout végétal a le mérite d'exister et qu'il a sa place auprès des humains et qu'il a sa place auprès du jeune enfant. Cette position, c'est un choix biologique de défense de la biodiversité. C'est un choix aussi d'adaptation à la transformation climatique. C'est un choix de santé qui va permettre aux enfants d'être en meilleure santé au contact de ces variétés de végétales. Mais c'est aussi un choix politique. Et donc, nous militons beaucoup pour défendre l'ensemble de cette, du végétal, en fait, la présence de l'ensemble du végétal auprès des jeunes enfants. Et voilà, et ce webinaire est là pour vous donner des éléments, nous aider à prendre, à défendre ce choix politique et vous donner le maximum d'éléments pour enrichir, aider les enfants, enrichir l'environnement des enfants et les aider à s'épanouir. Voilà. Merci Claire. C'est hyper précieux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui trois personnes de l'équipe La Belle Vie qui ont chacune vraiment un lien avec le sujet et une expertise particulière. Et on avait à cœur aujourd'hui d'inviter aussi à témoigner et à intervenir Louise, qui est doctorante pour le Muséum d'histoire naturelle et qui travaille notamment sur tous ces bénéfices et ces enjeux du végétal et de la nature chez le jeune enfant. Je vais te passer la parole, j'arrête le partage 2 secondes et on reprendra après. Oui, alors Claire, tu parlais d'instinct pour dire d'aller dans la nature. Et en fait, moi, pour parler un petit peu avec une casquette de scientifique, on peut aussi s'appuyer sur un corpus grandissant d'études scientifiques qui démontrent que le manque d'accès à des environnements naturels peut nuire au développement, au bon développement de l'enfant, qu'il soit physique, mental, émotionnel, mais aussi social, et aussi à la qualité de vie des adultes qui les entourent. En fait, le journaliste Richard Louv parle même de syndrome du manque de nature pour désigner l'ensemble des effets négatifs qui sont observés chez les enfants quand ils sont coupés du monde naturel. C'est particulièrement important pour les 0-3 ans parce qu'on sait que la période de 0-3 ans, c'est une période qui est vraiment cruciale pour le développement de l'enfant. Il est démontré, par exemple, que le manque d'exposition à des environnements naturels diversifiés, ça affaiblit le système immunitaire des enfants, ça augmente le risque des maladies inflammatoires. Et par contre, le contact avec une biodiversité microbienne, soit des plantes, des animaux, des cailloux, ça va jouer un rôle clé dans la construction d'un microbiote équilibré. Et on sait que c'est vraiment pendant les premières années de la vie qu'il faut favoriser cette diversité et donc pour un bon microbiote de l'enfant. Alors qu'à l'inverse, une faible exposition à la nature pendant cette période va avoir des conséquences durables sur la santé. Ça a aussi beaucoup d'impact. Il y a aussi beaucoup d'études qui démontrent d'un impact physique sur la santé de l'enfant, notamment parce que l'absence d'activité en extérieur, ça va nuire à la motricité globale, ça va favoriser le surpoids. Il y a une étude notamment qui démontre que des enfants fréquentant des crèches en pleine nature développent une meilleure coordination, un meilleur équilibre, donc une meilleure proprioception et plus d'endurance que ceux qui sont élevés en milieu urbain.
Il existe aussi d'autres problèmes très concrets, notamment au cours des dernières décennies, on a observé une montée en flèche de la myopie chez les enfants, qui sont liées aussi au fait que les enfants ils passent de plus en plus de temps en extérieur. Ça va aussi avoir un impact notamment très fort sur les troubles cognitifs, donc difficultés de concentration, d'attention, moins bonne régulation émotionnelle pour les enfants qui passent beaucoup plus de temps en intérieur qu'auparavant. Les professionnels de la petite enfance que j'ai pu interroger, avec lesquels j'ai pu m'entretenir et qui ont testé des activités en extérieur ou en pleine nature mentionnent aussi des meilleures siestes, des temps plus apaisés, une meilleure concentration des enfants sur les jeux proposés. Aussi parce que la nature ou les espaces extérieurs, ça va aussi être un espace de liberté pour les enfants qui vont favoriser la confiance en soi. Donc, l'enfant éprouve un petit peu des risques en extérieur et puis petit à petit, il va augmenter en confiance en soi et développer sa résilience. Aussi, plus de créativité qu'avec des jeux manufacturés, par exemple. La nature, c'est un potentiel de jeu et d'imagination qui est plus varié. Les expériences sensorielles vont aussi favoriser le développement des cinq sens, le développement de la motricité fine, donc qui sont donc très importantes à cet âge-là. Et aussi parce que l'extérieur est un espace qui est aussi social. Les enfants, il y a des études qui démontrent que les enfants qui jouent librement en plein air vont coopérer davantage, apprendre à négocier, apprendre à construire ensemble ou à coopérer, par exemple, pour, je sais pas, transporter des rondins de bois ensemble. Enfin, voilà, ça va être un espace qui va plus favoriser la coopération et des relations apaisées. Et aussi, et c'est une de mes hypothèses de recherche, euh, on suppose aussi que vivre dans la nature dès l'enfance et avoir des expériences de nature pendant la plus tendre enfance, ça va aider les enfants à développer une empathie environnementale. En fait, la plupart des adultes qui sont engagés plus tard dans la protection de l'environnement évoquent des souvenirs d'enfance qui sont marquants dans la nature. Donc, on suppose qu'une familiarité émotionnelle avec les enfants, avec la nature, développée dès le plus jeune âge, ça va ensuite favoriser des comportements plus écologiques et des comportements éco-responsables. Du coup, je dirais que en plus d'un instinct et de quelque chose qui apparaît très vite comme nécessaire, il y a plein d'études sur lesquelles on peut s'appuyer pour créer son argumentaire en faveur du contact avec la nature. Et aussi, ça apparaît aussi comme une nécessité sociétale face aux enjeux écologiques de notre époque. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Louise. N'hésitez pas s'il y en a qui ont des réactions dans le chat. Louise est là avec nous jusqu'à la fin du webinaire. J'ai vu que certaines personnes ne connaissaient pas forcément le syndrome de manque de nature. Ça vous évoque peut-être plein de réactions, de réflexions. Ne les gardez pas pour vous. Alors, du coup, deuxième sondage de ce webinaire qui vise à vous permettre de tout savoir sur la végétalisation de vos espaces. Donc, on aimerait déjà savoir, vous, aujourd'hui, où en est, enfin, à quoi ressemble votre espace extérieur? Est-ce que c'est plutôt un espace extérieur peu végétalisé? Est-ce que vous avez un espace extérieur bientôt végétalisé parce que vous avez un projet en cours? Est-ce que c'est un espace qui est bien végétalisé et dont vous êtes fier? Ou alors, malheureusement, actuellement, vous ne bénéficiez pas d'espace extérieur? Alors, je vois que vous êtes hyper à l'aise avec l'outil. On a déjà 35% de personnes qui ont un espace bien végétalisé, 28 peu, on en a 26 qui ont un projet en cours, 9 qui, ouais, ça monte, ça monte. On a, ouais, voilà, 25% de peu végétalisés ou projets en cours, donc vous êtes au bon endroit. Vous allez pouvoir continuer à développer ce projet en ayant en tête tous les bons critères pour le faire au regard des enjeux environnementaux, sociaux et pédagogiques des publics que vous accueillez. Et pour ce faire, Marie va pouvoir vous partager aujourd'hui les grands critères qu'on a définis, en tout cas qu'on a identifiés chez La Belle Vie comme étant les critères les plus essentiels pour aller vers le bon chemin et de la bonne façon. Et je te passe la parole, Marie. Merci. Effectivement, pour végétaliser un espace, il y a plusieurs choses à prendre en compte et il faut se poser la question, bah, qu'est-ce que je veux végétaliser? Quelle surface? Un espace plutôt
plutôt naturel. Donc, c'est aussi penser les matériaux. Au-delà des plantations, c'est tous les revêtements que je vais installer, les mobiliers, notamment dans un lieu qui accueille des enfants ou des jeunes enfants. Euh, c'est important de se poser la question globalement. Et ce sera aussi un espace vivant, au sens où, effectivement, si on commence à végétaliser, de fait, le vivant animal viendra aussi naturellement s'installer et vivre, manger dans cette espèce. Euh, donc, il y a la première chose à laquelle on pense, et notamment dans les cours végétalisés, pourquoi on a commencé à végétaliser les cours d'école il y a quelques années, c'était le critère écologique, réduire les îlots de chaleur urbains, réduire la température en ville, avant même de penser au fait que, effectivement, pour les enfants, ce serait intéressant d'un point de vue pédagogique. Euh, mais on s'est aussi rendu compte que vivre dehors, passer du temps dehors, faire des découvertes en extérieur, au contact du vivant, c'était aussi important pour les enfants, pour leur développement moteur et sensoriel. Et puis, globalement, la nature, être au contact de la nature, c'est important pour la santé physique et mentale des enfants et des adultes aussi. Il y a de nombreuses études qui montrent que être au contact de la nature, rien que la voir, permet d'être en meilleure santé. Euh, et donc, enfin, voilà, c'est plus à prouver. Euh, et donc, c'est aussi cet argument qu'on a pris en compte. Donc, sur les critères écologiques, comment réfléchir à un espace végétalisé? Qu'est-ce que je dois prendre en compte? Un jardin, ça peut être tout sauf écologique. On peut passer son temps à lutter contre le vivant. Et nous, chez la Belle Vie, on a quand même plutôt une posture de se dire, bah, notre jardin, il va être écologique. Donc, c'est déjà favoriser la biodiversité. Donc, c'est accueillir le vivant sous toutes les formes, sous toutes ses formes. Et pour avoir une grande biodiversité dans un jardin, c'est déjà avoir différentes strates. Parce qu'on peut déjà avoir un jardin et c'est juste une pelouse. Du coup, c'est très simple. Mais par contre, avoir la pelouse, des arbustes, des arbres, bah là, on multiplie les strates. Et donc, on multiplie potentiellement les insectes, les oiseaux qui vont venir nicher. Ça permet aussi de créer des parcours, des trames vertes. Donc tout ça, ça multiplie avoir différentes strates de végétaux et aussi différentes espèces, pas que les mêmes espèces, bah, ça participe à favoriser la biodiversité. Euh, voilà, merci. S'adapter à son environnement, c'est aussi l'idée que on va réfléchir à quelle plante on installe. Euh, qu'est-ce que est-ce qu'on veut des plantes locales? Est-ce qu'on installe aussi des plantes exotiques? Alors, tous ces sujets, on les détaille dans le guide. Euh, comment choisir des plantes locales? Est-ce que les végétaux exotiques, il faut s'en passer? Est-ce qu'on les accueille quand même? Est-ce qu'on pense aussi changement climatique et du coup, on adapte nos choix de végétaux en fonction? Euh, on y aborde aussi la question des plantes envahissantes qui peuvent être à proscrire ou à accueillir selon le contexte. C'est un vrai sujet dans le monde de l'écologie scientifique euh, et des sujets qui feront encore débat dans les années à venir. Et enfin, sur les critères écologiques, c'est aussi penser l'agencement de son jardin, comment on associe les plantes entre elles, euh, comment on va pouvoir apporter de l'ombre, comment les différents végétaux entre eux vont pouvoir rafraîchir les espaces, euh, comment on va pouvoir penser, qu'est-ce qu'il va falloir prendre en compte quand on va planter, et ça on aborde même des systèmes racinaires, comment les végétaux, comment les installer, les choisir, et agencer tout ça pour créer un tout, une sorte de petit écosystème dans son espace à vivre, où les enfants vont pouvoir vivre aussi. Les deuxièmes grands critères, c'est l'aspect santé. Donc effectivement, la nature apporte plein de bénéfices. Cette petite roue là que vous voyez, ce sont tous les services écosystémiques, donc tout ce que les services que nous rend la nature à nous les humains. Donc la nature, elle apporte plein de bienfaits. Donc végétaliser, ça apporte plein de bienfaits. Effectivement, de se sentir bien, etc. On parle aussi dans le guide des plantes à vertu, les plantes qui nous nourrissent, tout simplement. En fait, la nature, le végétal, c'est quand même notre pharmacie et notre alimentation euh, de base. Et donc, on aborde largement tous les bénéfices que les végétaux peuvent nous apporter. Et aussi, en parallèle, dans les critères santé,
c'est aussi quel risque. Et effectivement, on aborde souvent le végétal par le risque, notamment dans les lieux qui accueillent des enfants, parce qu'on se dit, ah oui, attention poison, attention ça pique, attention euh, allergie, attention ça peut blesser. Et donc, on proscrit un certain nombre de plantes, alors que le vivant, c'est pas si simple, c'est pas binaire. Une plante peut être un petit peu allergisante, mais dans un tout avec d'autres végétaux, elle va l'être beaucoup moins. Il ne faut pas proscrire 100% par exemple les plantes allergisantes. Et même les autorités qui travaillent sur le pollen et les allergies, les scientifiques, voilà, disent pas qu'il faut proscrire le végétal et les plantes allergisantes, mais par contre, il faut planter très diversifié. Il y a quelques règles à respecter aussi pour ça. Les plantes toxiques, c'est pareil. Il y a des plantes qui ont des petites toxicités, d'autres qui sont plutôt létales. Et ça, c'est important de pouvoir mesurer ces choses. Et dans une même plante, des fois, il n'y a que la graine qui est toxique et le reste va se manger, par exemple. Le végétal, c'est complexe et c'est pour ça que c'est important de savoir évaluer les risques. C'est pour ça que dans le guide aussi, il y a un tableau avec tous ses avantages et inconvénients qui vous permettent d'évaluer est-ce que cette plante, en fait, si je la mets dans un espace qui accueille des enfants, en fait, c'est un risque tout à fait mesuré et en fonction de où elle sera, en fait, oui, on peut l'installer et on peut la faire pousser dans d'autres espaces parce qu'elle aura aussi d'autres intérêts. Par exemple, elle va nous apporter des fruits, elle va nous apporter une belle ombre. Et du coup, voilà, c'est mesurer tous ces risques-là. Et enfin, le troisième grand groupe de critères que nous, on a évalué et qu'on évoque largement aussi dans ce guide, ce sont tous les apprentissages, tous les critères pédagogiques. Donc, comment je réfléchis mon extérieur et mes plantations pour rendre cet espace le plus intéressant possible pour les enfants. Et quand on veut choisir des végétaux, quand on veut créer un jardin pour les enfants, faut surtout se poser la question, mais quels végétaux vont être intéressants pour eux, pour leur découverte, pour leurs apprentissages, pour évoluer, pour qu'ils soient vraiment au contact du vivant, que ce soit pas juste un décor. Bien souvent, les plantes, ça se réduit euh, à l'aspect à une fonction de décoration, de haies, de brise-vue. Mais le végétal, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi pouvoir toucher, l'aspect sensoriel, pouvoir manger, goûter, observer les cycles de vie, donc réfléchir, observer les floraisons, les fruits. Un extérieur végétal, c'est aussi travailler la motricité, grimper aux arbres ou aux arbustes, pouvoir monter sur des buttes, marcher sur des pas entre des plantes tapissantes, par exemple. Et avec les plantes, on peut vraiment penser, aménager un espace qui soit un petit espace de nature à parcourir, à franchir. On peut grimper sur une structure de jeu, on peut aussi grimper sur une souche de bois qui est posée là. Et on travaillera tout autant sa motricité et ses apprentissages. C'est aussi apprendre à respecter le vivant. Il y a des plantes qu'on peut cueillir, il y a des plantes qu'on va cultiver parce qu'on veut les pouvoir manger et qu'on va plus préserver parce qu'il y a très peu de fleurs. Et tout cet apprentissage, c'est dans l'échange avec les enfants, dans un environnement très riche en végétation. Vous allez pouvoir leur apprendre tout ça, à observer les escargots qui vont être au pied des plantes, à observer les insectes pollinisateurs et à pas les écraser parce qu'ils sont très importants. Euh, et, euh, et donc, les enfants, plus ils auront un environnement riche, avec une diversité de végétation, avec une diversité de plantes, plus ils pourront faire des apprentissages aussi très riches. Merci Marie. On a une question de Sandrine dans le chat, mais je crois qu'en plus ça va faire une très bonne transition avec le sujet que tu vas aborder juste après sur le conseil qu'on propose. Sandrine nous dit, nous souhaitons planter de nouveaux arbres. Nous avons aujourd'hui des mûriers platanes, je pense que comme beaucoup de personnes dans ces cours, dans le sud en tout cas. Elle me dit, auprès de qui puis-je avoir des conseils pour poursuivre nos choix de plantation? Bon, De nous, de nous. Je te laisse la suite sur le sujet d'après. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je crois que Claire y répond au fil de l'eau. Merci. Alors, effectivement, pour choisir ces végétaux, alors nous, on accompagne les structures aussi sur ce travail de choix de végétaux, de conception d'espaces extérieurs. Dans le guide, déjà, il y a un tableau avec pas mal de plantes. On n'est jamais totalement exhaustif sur les plantes parce qu'il y en a tellement.
qui existent. Les mûriers platanes, c'est déjà un très bon choix et je dirais des mûriers platanes pas stériles parce que les fruits sont quand même hyper importants pour que les oiseaux les mangent et figurez-vous qu'on peut les manger aussi, ils sont comestibles pour les humains. Donc c'est dommage de prendre des plantes stériles parce que pour la biodiversité, on en parlait juste avant, bah, voilà, c'est important de pouvoir avoir des plantes qui ont leur cycle de vie total. Euh, donc, nous, on accompagne les structures dans le cadre de prestations de conseils personnalisés. Ça peut être très axé sur effectivement le choix des végétaux en fonction bah, de votre lieu de vie, de votre région, etc., du contexte particulier de votre extérieur. Euh, Ça peut être vous accompagner sur la conception de l'espace pour réfléchir, agencer, avoir des idées d'aménagement ludique et naturel. Voilà, tout ça en fonction de vous, comment vous travaillez. On peut aussi réfléchir à, bah, enfin, vous aiguiller sur effectivement, vous voulez plutôt planter local, plutôt des plantes comestibles, ben, on peut aller assez loin et essayer d'affiner au maximum bah, vos choix de végétaux parce que effectivement, le mûrier platane, on le trouve partout. Mais par exemple, j'avais accompagné une structure vers Thionville. Voilà. Bah, là-bas, les fruitiers, c'est plutôt les mirabelles, etc. Et on avait un peu creusé le sujet sur des fruitiers qui soient plutôt d'espèces locales. Et vous ne planterez pas les mêmes choses, effectivement, en Bretagne, en Méditerranée ou dans l'Est de la France. Donc, c'est important de pouvoir réfléchir à ça. Euh, donc là, vous voyez, c'est un exemple d'une structure qu'on a accompagnée qui est en projet d'ouverture, où on a réfléchi aux différents matériaux, quelles expériences les enfants peuvent faire à l'extérieur, comment végétaliser au maximum malgré que ce soit un petit espace, parce que là, on est quand même sur un petit espace avec des murs, donc optimiser l'espace en utilisant la verticalité, toujours planter un arbre, même si on a un petit espace, moi j'aime bien qu'il y ait toujours un arbre, même si on a une cour en béton. Planter un arbre dans une grosse jardinière, ça peut marcher. Les arbres, c'est quand même intéressant à observer, même s'ils restent petits dans un pot. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'il est important de pouvoir observer pour les enfants dès tout petits. Et puis une diversité de plants, de couleurs, de formes, d'éléments à parcourir, à gratter, etc. Voilà. En parlant d'arbres, Marie, on a Véronique dans le chat qui nous dit, peut-on transposer le modèle jardin-forêt? Oui, Ça, on peut tout on peut imaginer. tout faire. Effectivement, dans le réseau des crèches engagées dans la labellisation écologique, j'avais formé une structure où ils avaient une petite forêt, un jardin et après une petite forêt dans laquelle les enfants allaient. Donc, pourquoi pas avoir une petite forêt avec des buts. Euh, donc, oui, oui, on peut planter des petits plants forestiers pour avoir une petite forêt dans quelques années. De toute façon, plus vous planterez d'arbres, mieux ce sera aussi pour avoir un espace frais. Voilà. Mais on peut avoir plein de propositions de jardins différentes. Bon, on en profite parce qu'on est dans le timing et pour vous offrir à vous qui participez à ce webinaire en direct, et désolé pour ceux qui le regardent en replay, mais on est à dispo pour vos questions. Mais on a donc Sandrine qui nous dit, on a retiré les sols souples, on aménage une structure en robinier. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tu as un avis, Marie, avec ce projet? Pardon, j'ai en robinet. En robinier, qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis pas la spécialiste, donc je vous laisse nous dire, Ah, c'est une Sandrine. terrasse sûrement. Oui, une terrasse en Ouais, robinet, ouais, bah, c'est hyper bien. on est sur la bonne voie. Une planche de bois qui fait le moins d'écharpe. Et en général, ça fait partie des choses, un conseil, les peurs sur bah, voilà, quel risque on a à mettre du bois, les échardes. Et effectivement, on peut trouver des essences de bois qui fassent moins d'écharpes, qui soient plus durables aussi dans le temps, plus résistantes à l'extérieur. Euh, Tout ça, on peut le travailler ensemble. Quel Oui, revêtement des souvent sols? les... Le bois. Et aussi, ça peut être des pierres. Enfin, en fait, il n'y a pas de sol interdit dans un établissement qui accueille des jeunes enfants donc, ou des enfants. Et du coup, vous pouvez mettre des dalles de pierre, des dalles d'ardoise, enfin, voilà, des pavés en briques. Et même vous amuser si vous voulez faire des revêtements en dur euh, pour la partie terrasse à, voilà, à faire des revêtements enfin, qui soient aussi ludiques et avec différents aspects, différentes textures. Voilà, tout ça, c'est des matériaux naturels, finalement, la pierre aussi. Hein. Enfin, on parle de végétaliser aujourd'hui, mais on peut aussi amener ce type d'éléments. Ah, Sandrine nous parle du liège. Ouais. Le liège, ce sont les sols souples amortissants en liège. Donc, plutôt que de mettre du pneu recyclé, on met du liège.
Voilà. C'est intéressant, mais si on n'a pas de structure de jeu, c'est pas indispensable. Donc, libre à vous de choisir aussi le revêtement pour la partie dure terrasse, hein, euh, que vous voulez mettre. Mais le liège, enfin, voilà, ça fait partie des salles amortisseurs de jeu, mais on peut aussi avoir une simple terrasse bois euh, ou des pavés enfin, qui peuvent très bien faire l'affaire. Ou des sols stabilisés pour les allées. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'obligation de sol amortissant. Moi, j'ai l'impression, pour observer tous les exemples de structures qu'on a pu accompagner au sein du réseau, d'ailleurs, dans quelques minutes, je vous montre plein d'images, plein d'illustrations de à quoi ça pourrait ressembler chez vous aussi. C'est que j'ai l'impression que plus c'est varié et moins c'est lisse, et plus il y a des volumes, plus il y a des couleurs, et mieux c'est, non? Oui, bah, enfin, oui, c'est ça. En fait, ce sera mieux pour la biodiversité et en plus, enfin, ça créera une variété d'espaces. Parce qu'on peut faire un jardin très vide, c'est-à-dire une grande pelouse plate et carrée, et vide. Par contre, dès que vous allez mettre des arbustes, des arbres, des petites buttes de terre, bah, et une variété de matières au sol, enfin, au-delà de la pelouse, bah, en fait, vous allez créer du jeu, créer de la variété et de plein de choses à explorer sans même avoir mis ni jouet, ni jeu, ni structure, ni rien. Et vous aurez un vrai espace de découverte qui sera en fait aussi juste un jardin. Et il sera agréable pour tout le monde et bénéfique pour tout le monde. Je Bon, vois une question dans le chat ouais, sur les plantes ce que non j'allais dire. toxiques. On a encore une minute pour cette question-là. Donc effectivement, ça vaut le coup de télécharger le guide enfin, sur le site de la Belle Vie, on vous transférera le lien, j'imagine, Pauline. Euh, Moi, ce que j'aime bien, c'est partir du fait que déjà, mettre des plantes qui se mangent, et des plantes qui se mangent, il y en a plein. En ce moment, c'est la saison des pivoines, par exemple. Et les pivoines, vous savez que ça se mange aussi. Et en fait, il y a beaucoup plus de plantes comestibles et non toxiques que ce qu'on pense. Donc, en composant un jardin avec que des plantes, principalement des plantes non toxiques, vous aurez déjà une richesse incroyable. Euh, donc déjà, partez de ce qui se mange, de ce qui... et après, voilà, il y a de l'ornemental qui se mange, enfin, qui est comestible. Et donc, vous pouvez aller très loin, mais je ne peux pas vous faire une liste comme ça parce qu'il y en a des milliers. Donc, c'est à vous de choisir. Ouais, l'idée du guide, hein, alors évidemment, si vous avez des questions, voilà, Marie vous donne son avis, mais le guide, c'est surtout aussi de vous donner un outil pour que vous-même, vous puissiez faire des choix éclairés en fonction de vos enjeux, de votre structure, de votre climat. Clairement, on va pas faire le même espace extérieur en Bretagne ou à Marseille. Voilà. Donc, mais comme disait Marie, même dans un tout petit espace extérieur, on peut mettre des arbres. Je vous laisse poser vos questions. Marie est là jusqu'à la fin, elle va pouvoir y répondre. Et moi, j'avance un peu pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler un espace extérieur, ou en tout cas à quoi ressemblent ceux du réseau La Belle Vie. On vous a fait une petite sélection. Hop, je vais juste supprimer hop, l'épingle. Voilà. Euh, Là, par exemple, dans une micro-crèche à Wimereux, donc plutôt dans le nord de la France. Voilà, donc comme on peut le voir sur les photos, un espace assez libre qui fait assez rêver, je pense, autant la petite fille que les professionnels de l'équipe. Un autre exemple, dans un centre de loisirs, bah, je voyais tout à l'heure, je crois que c'était Virginie qui nous parlait d'un centre de loisirs, parce que chez La Belle Vie, on accompagne aussi les centres de loisirs, les crèches, les RPE, qui parlaient de notamment une confiture avec les murs des mûriers platanes. Et ben là, vous voyez à Rueil-Malmaison, donc en Île-de-France, on a un centre de loisirs où pour le coup, l'aménagement extérieur répond totalement aux critères qu'on a pu évoquer ensemble avec Marie. Il y a même des poules. Là, une structure à Nantes, une plus petite structure, donc différente, avec un espace extérieur plus petit, mais où pour le coup, les volumes et les revêtements ont été aussi pensés. N'hésite pas, Marie, hein, s'il y en a sur lesquels tu as envie d'apporter des compléments. Là, une autre structure en Île-de-France, hein, comme quoi, hein, parfois on pourrait croire, mais en Île-de-France, il y a aussi des grands espaces végétalisés, où là, c'est une structure municipale, où on a mis en place aussi des espaces potagers, et où justement, là-bas aussi, ils font de la confiture, comme Virginie pouvait le dire dans le chat. Et là, on va vous présenter le projet de la crèche des Minimes, donc qui se trouve à La Rochelle, en Charente-Maritime. Il me semble tout à l'heure qu'il y avait des gens de Charente et d'Angoulême, en tout cas. Là, c'est un projet qui a été porté par
une structure qui est engagée dans la démarche de labellisation écolo-crèche. Et donc là, vous voyez à la base une structure, enfin un espace extérieur donc existant, c'est déjà ça, mais avec un revêtement sol souple et donc un projet de végétalisation. Et malheureusement, Séverine n'a pas pu être avec nous présente aujourd'hui à ce webinaire, mais j'ai enregistré son témoignage et je vous le partage. Elle va vous expliquer comment elle a fait pour mettre en place ce projet, ce qu'elle a pu rencontrer comme frein, comment elle les a levés, quel a été selon elle le facteur de réussite. Et puis, je vous montrerai juste après à quoi ressemble aujourd'hui cette cour végétalisée. N'hésitez pas à me faire des pouces si vous entendez bien le son. Normalement, j'ai testé, c'est OK. Bonjour à toutes, à tous. Donc ce projet de cours végétalisé à la crèche des Minimes, il est venu assez rapidement dans notre accompagnement par la Belle Vie, qui a débuté en 2019. Et comme la crèche des Minimes a été initiée en 2004 et ouverte en 2004, la cour de la crèche était uniquement une cour de sécurité avec un sol souple sur toute la cour. Et rapidement, l'équipe a eu envie avoir un espace plus naturel pour connecter les enfants à un espace vert. Et on a eu aussi l'appui beaucoup des parents, parce que lors des pauses café organisées avec les familles, on faisait remplir le questionnaire. Et cette question de la cour a amélioré, a été rapidement vue sur les résultats. Petit à petit, on s'est dit que ça serait génial d'avoir une cour végétalisée en lien avec toute l'équipe partante sur ce projet-là. Voilà. On a commencé l'accompagnement par la Belle Vie en 2019. On a choisi donc ce projet de cours végétalisé suite à un webinaire proposé par la Belle Vie que j'avais suivi. J'ai réalisé un croquis spécifique en essayant de prendre les proportions de notre cours et on l'a proposé à l'élu en 2022 lors de la labellisation, la première labellisation. L'équipe a été partie prenante du projet dès fin d'année 2021. Le conseil municipal a validé en 2022. Les travaux ont débuté en octobre 2024 et la cour est finie depuis janvier 2025. Donc en tout, quasiment 4 ans et demi pour réaliser le projet. Le frein principal a été le travail avec les services techniques de la collectivité, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'expérience antérieure sur la création d'une cour végétalisée pour les moins de 3 ans et qu'ils avaient toujours réalisé des cours d'école. Et finalement, ça n'a pas à voir autant que ça avec les cours d'école, les besoins étant différents. Donc, le plus compliqué, ça a été de travailler là-dessus, sur les peurs des personnes qui travaillent dans le service aménagement ou espace vert et à confronter avec les besoins des tout-petits, d'expérimenter, courir, sauter dans un espace naturel. Voilà. En fait, ce frein est lié au manque de connaissances sur la petite enfance finalement et les peurs des services techniques à réaliser cette cour végétalisée ont été supprimées, on va dire, par le soutien de la puéricultrice de PMI que j'ai sollicité quand il y a eu blocage, parce que j'avais aussi le soutien de l'élu, j'avais aussi le soutien de ma hiérarchie. Et je l'ai appelée, je lui ai présenté le projet d'abord par mail, puis on s'est eu au téléphone. Et ensuite, elle est venue sur site et elle m'a dit que notre projet était à 100% dans les besoins des enfants et qu'elle y voyait aucun inconvénient. Et elle nous a aidés, on a refait une réunion en sa présence et on a validé ensuite la réalisation de la crèche. Donc, ça a été l'élément qui a permis de débloquer tous les freins avec les services aménagement. Voilà. Pour moi, le principal facteur, c'est la force du réseau La Belle Vie
le fait que je puisse proposer aux agents régulièrement de participer à l'appel du réseau, à des petits films qu'on trouve sur YouTube, qu'on a travaillé sur des journées pédagogiques. On a fait intervenir un spécialiste de la pédagogie par la nature du réseau Girondin sur une journée pédagogique. J'ai proposé aussi toute une approche par une présentation à mon équipe de la pédagogie par la nature qui s'appelle Alex, qui est faite au Canada. Donc tout ça a permis d'emmener l'équipe sur ce projet-là en ayant conscience que les sorties à l'extérieur et dans une cour végétalisée avaient bien plus de vertus qu'on ne le pensait et que c'était bon pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce que ben, les relations sociales sont plus faciles, il y a moins de conflits, l'enfant expérimente et ça aussi, ça a un intérêt dans l'estime de soi, la confiance en soi. Des petits, ils peuvent découvrir aussi la nature, c'est aussi pour plus tard des enfants et des adultes qui seront sensibles à l'espace qui les entoure. Donc voilà, petit à petit, toute l'équipe a pris conscience de l'intérêt de favoriser les sorties extérieures et d'avoir une cour végétale. Et aujourd'hui, elles en sont intimement convaincues autant que moi. Bien, j'ai envie de vous dire osez et puis surtout persévérer. Si vous êtes convaincus, vous arriverez à convaincre les personnes que ces projets sont dans l'intérêt des enfants et des futurs adultes qu'on aura demain. Donc, c'est que du bonheur de voir les enfants à l'extérieur et profiter de la nature. Voilà. Merci. Une fois, c'est bon. Je vous montre à quoi ça ressemble maintenant. Vous avez vu, Séverine avait une cour à la base très, très dénudée, seulement avec un sol souple, euh, très toxique, comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, et qui, grâce à une esquisse, de la persévérance et beaucoup de pédagogie et de soutien, je vous rassure, tous les projets de végétalisation au sein du réseau La Belle Vie ne durent pas 4 ans et demi, hein. Mais on a eu à cœur de vous montrer aussi que quand on est tenace, on arrive à avoir ce qu'on veut. Et donc, la cour ressemble à ce que vous voyez là maintenant. Ils l'ont inauguré avec les parents et tous les services il y a quelques semaines d'ailleurs. Donc, voilà, n'hésitez pas si dans le chat, vous souhaitez être mis en relation avec Séverine, elle est disponible et je me ferai le plaisir de vous mettre en relation si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez réagir à son témoignage. Et donc, il est déjà 14h17. Pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas à nous demander ensuite, le replay sera disponible, ou même les personnes qui sont là et qui souhaitent le montrer, ce webinaire à d'autres personnes. Mais vous verrez, de toute façon, on plonge complètement plus en détail sur tous ces sujets-là dans le guide qui est disponible en téléchargement et vous aurez gratuitement juste après le lien. Mais pour aller plus loin, parce qu'une heure de webinaire pour tout savoir sur la végétalisation, finalement, c'est un peu court. On aimerait vous partager avec Claire quelques ressources et aides au financement. Claire, je te passe la parole pour déjà reparler du guide. Oui, merci beaucoup. Je voulais rebondir 10 petites secondes sur ce dont parlait Séverine tout à l'heure et dire que non seulement elle fait la preuve enfin, elle l'expliquait, et comme l'a expliqué Louise et Marie aussi, l'intérêt de ce type d'espace pour le jeune enfant. Sachez aussi, si vous ne le savez pas encore, que dans la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant, l'article 6 rappelle que le contact avec la nature était indispensable au développement du jeune enfant. Je vous rappelle aussi que dans le référentiel qualité du service public de la petite enfance, qui est finalisé et je crois accessible, je ne sais pas vraiment encore sur quel site, mais peu ou prou, il est indiqué qu'un extérieur végétalisé avec plusieurs strates, Marie, de plusieurs hauteurs de végétalisation est indispensable et très largement recommandé pour le jeune enfant. Donc au final, vous avez tous les outils et encouragements des institutions pour faire cette végétalisation. Autre outil, comme le disait Pauline et vous l'a présenté Marie, ce guide que nous avons voulu faire pour vous aider. Encore une fois, ce guide,
ça n'est pas une liste de bonnes et mauvaises plantes. Pourtant, ça fait 25 ans qu'on nous la demande, cette liste. On a vraiment voulu vous donner, vous enrichir en fait et vous faire monter en compétences, en sens critique et en connaissance sur le monde végétal pour pouvoir vous utiliser ces végétaux en fonction de votre projet et comme bon vous semble. Donc il y a des grands principes, je rappelle, hein, parce que Marie, tu l'as pas dit, mais Marie a une formation de paysagiste. Il y a des grands principes paysagers pour paysager votre extérieur, même si c'est tout petit. On peut donner une ambition de paysage à votre espace extérieur. Donc il y a voilà, les grandes valeurs, les grandes notions pour vous aider à le faire, et puis des options possibles, des choix, une liste de végétaux non exhaustive, une liste de familles de végétaux plus précisément, où on vous présente les avantages et particularités de chacun. On le répète, hein, aucun végétal ne devrait être interdit complètement, mais mis à une certaine distance des enfants ou évidemment sous le regard des adultes. Euh, voilà, il n'est pas concevable de couper un arbre parce qu'il y a des enfants ou de s'empêcher de planter un arbre parce qu'il y a des enfants, bien au contraire. Donc il est téléchargeable sur notre site. Euh, exactement, ce guide a été réalisé. Donc, le lien a été mis déjà, Pauline. Non, il sera donné après, peut-être le lien pour télécharger le Oui, guide. c'était pour qu'ils restent concentrés sur ce qu'on leur Voilà, raconte. alors restez Mais vous aurez le lien concentrés. juste après. Restez concentrés, vous aurez le lien ensuite. Je rappelle que le téléchargement de ce guide est gratuit et il est gratuit parce qu'on a pu réaliser ce guide notamment avec des partenaires et des partenaires financiers comme Recyclivre qui nous a aidé à financer la réalisation de ce guide. Donc, merci à ces partenaires. Également, pour aller plus loin, Séverine parlait de formation aussi sur la pédagogie à la nature, parce que quand on a un petit ou un grand espace, eh ben, savoir comment, quelle posture avoir avec les enfants pour bah, leur permettre de découvrir et s'enrichir en sécurité, mais en toute découverte et en toute richesse, eh bien, on a, nous, développé des formations. Il y a une formation qui s'appelle Éduquer à l'environnement pour la petite enfance. Il y a aussi une formation qui s'appelle Concevoir un jardin pédagogique, donc des formations qui durent une journée et qui vous permettent d'avoir des clés pour avancer dans cette direction et pouvoir mettre en place ce genre de programme, de projet. Également, Marie dispense du conseil pour vous accompagner. Vous avez vu, hein, accompagner pas à pas la mise en place d'un jardin en fonction du contexte, en fonction de vos envies, en fonction du public que vous accueillez, pour adapter très précisément le jardin et vous permettre d'élaborer le jardin de vos rêves. Sachez que, il y a des aides pour la mise en place de ce type de programme, puisque on l'a souligné tout à l'heure, le jardin apporte beaucoup de bénéfices pour l'enfant, mais aussi pour le changement climatique, les îlots de chaleur, mais aussi pour la désimperméabilisation des sols. Donc l'ADEME, l'Agence de l'eau, mais aussi votre CAF sont des partenaires financiers potentiels, notamment via la ligne de financement du Fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant. Donc rapprochez-vous de votre CAF pour savoir comment ils peuvent vous aider à financer non seulement la phase de conception, mais aussi la phase de réalisation de ce jardin. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, c'est le moment de les poser sur le chat. Mais en tout cas, nous, on en a une. On se demande maintenant, là, qu'est-ce que vous avez envie de faire après ce webinaire. Donc, je vais vous lancer une troisième et dernière question. Pour savoir si là, maintenant, après 7 heures passées ensemble, vous êtes plutôt, OK, vous téléchargez le guide et vous allez échanger avec votre équipe sur le sujet. Est-ce que là, vous avez envie de vous former ou de bénéficier d'un conseil? Sachez que vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Ou alors que ça vous a aussi donné envie de susciter des discussions plus larges sur la qualité environnementale au sein de votre établissement. Ou alors, c'est aussi OK, vous ne savez pas encore parce que l'heure n'est pas terminée, il est 14h24. Bon, on a déjà 75% qui vont télécharger le guide. Je
pense que ça, c'était pas un trop gros suspense. En tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui, présent à cet événement qui, je le rappelle, sera disponible en replay. Pour les personnes qui ont souhaité être mises en relation avec Séverine, c'est moi qui vais m'en occuper. Vous recevrez un petit mail avec Séverine en copie. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour les personnes qui ont envie de creuser la question du financement, comme on a pu l'évoquer là avec Claire. Il y a un webinaire qui est prévu le 22 mai prochain. Vous aurez le lien aussi. On va vous envoyer un seul mail, mais un mail avec plusieurs liens dedans. Et puis, on se retrouve aussi en présentiel pour ceux qui ont la possibilité de se déplacer à Bobigny le 5 juin pour les rencontres nationales écologie petite enfance qu'on organise avec les pros de la petite enfance. Et on a un retour sur le chat de Véronique qui nous dit: j'ai téléchargé et lu le guide la semaine dernière, il est top. Alors, j'ai envie de vous dire, pour les personnes qui hésitaient encore à le télécharger, c'est le moment et vous ne prenez pas trop de risques puisqu'il est gratuit. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Louise, Marie, Claire pour vos témoignages. Et puis, comme le disait Séverine, osez, persévérer, posez-vous les bonnes questions. Aucune question n'est mauvaise tant que on y répond en prenant en compte tous les bons critères. Merci à tout le monde. Bon après-midi. À très bientôt.